bienvenue à ce numéro de En Bonne Santé. Vous voulez vivre, suivez En Bonne Santé. Vous avez besoin des conseils qui cadrent avec la santé, suivez-nous. Donc c'est la Parole Éternelle qui vous propose ce numéro, ce magazine de la santé pour promouvoir la santé publique. Et donc aujourd'hui nous tournons autour d'un autre thème qui est très intéressant pour la santé de l'homme. Aujourd'hui nous parlons des constipations chroniques qui compliquent souvent plusieurs personnes. Beaucoup ne savent pas ce que c'est, beaucoup ne font que constater. Mais aujourd'hui, nous allons en parler ici et maintenant avec le docteur Peter Mutombo que nous recevons sur ce plateau. Bonjour docteur. Bonjour Madame Valentine. Bonjour docteur et bienvenue à ce numéro de En Bonne Santé. Aujourd'hui encore, nous avons une préoccupation, je l'appelle comme ça. C'est un problème de santé que plusieurs négligent. On se dit que c'est juste passager, ça va nous laisser passer, mais on voit que c'est devenu chronique pour certains cas. Et on en parle aujourd'hui, les constipations chroniques qui sont notre préoccupation d'aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela ? Oui, justement, nous avons choisi un sujet qui est très intéressant parce que tout le monde au moins a déjà connu un problème de constipation. Mais pour cette fois-ci, nous voulons parler des constipations qui sont chroniques, c'est-à-dire pour des personnes qui font moins de 3 selles par semaine, donc 1 à 2 fois des selles par semaine. Ce sont des personnes-là que nous mettons dans la catégorie moins de 3 fois. Moins de 3 fois des selles par semaine. Et puis, il y a des personnes qui viennent dans les cabinets qui vous disent que même dans la famille, on la connaît. C'est-à-dire que le jour où il faudrait qu'elle aille se décharger, elle va pousser des cris. Donc, quand elle pousse des cris, parce que ça fait très, très mal, et parfois, ça pourrait être teinté de sang. Et ce sont ces personnes-là qui présentent beaucoup de complications. Et puis, de plus en plus, et avec la manière dont nous vivons, la modernisation, il y a des gens qui viennent de plus en plus pour ces problèmes des constipations chroniques. Oui, de plus en plus de gens, mais est-ce qu'on peut savoir les causes? Et c'est quoi qui cause cela? Est-ce qu'on a mal mangé? Est-ce qu'on a plus mangé que normalement? Qu'est-ce qui fait qu'on souffre de cela? Oui, d'accord. En rapport avec la cause, nous avons des causes qui peuvent être fonctionnelles. Il y a aussi des causes qui peuvent être organiques. Fonctionnelles, c'est-à-dire par rapport au fonctionnement normal de notre organisme. Et organique, c'est parce qu'il y a une maladie qui est liée à notre organe, le tube digestif, qui pourrait occasionner ces genres de problèmes de chronicité en rapport avec le sel. Alors, dans le problème, les causes fonctionnelles, nous mettons d'abord comme chef de file l'alimentation. Et dans l'alimentation, nous sommes aujourd'hui habitués à manger le prêt-à-manger. Donc le prêt-à-manger, c'est-à-dire le take-away, vous prenez, vous mangez. Dans ce que nous mangeons là, il y a très peu de fibres alimentaires et puis on consomme de moins en moins de fruits ou des légumes. C'est la raison pour laquelle on a commencé même à faire des campagnes qu'il faudrait manger 5 fruits et légumes et tout, pour que les gens s'habituent à pouvoir manger un peu plus les légumes ainsi que de fruits. Et les changements alimentaires brusques. Dans les changements alimentaires brusques, c'est-à-dire une personne qui vivait simplement, modestement, et du coup, il y a un peu plus d'argent. Alors, lorsqu'on a un peu plus d'argent, où on commence à travailler juste, et nous, dans notre vie de tous les jours, nous changeons trop vite des habitudes alimentaires. Moi, je connais même des personnes qui me disent, docteur, j'ai mangé trop de poissons, trop d'impiodi, trop de colembayoté. Donc, le colembayoté, c'est les sommets avec un peu le poisson. Et maintenant qu'il y a un peu d'argent, il dit, dans mon ventre, là, quand on ouvre, vrai que c'est trop vert. Alors, il aimerait bien changer. Et parce que c'est un signe de succès, on est trop dans les steaks, on est trop dans les viandes, on est trop dans les frites, on est trop dans un peu des riz, trop bien assaisonnés, là. Alors, les changements brusques de ces régimes-là, où on prend des aliments qui sont de prêt à manger, et ça mène aussi à avoir des constipations. Là, c'est vraiment d'origine fonctionnelle parce qu'on a changé d'aliments et puis on mange ce qui est trop peu de légumes ainsi que des fruits. Il y a aussi parfois dans l'alimentation, je mets aussi la consommation d'eau. Il y a des gens qui prennent de moins en moins d'eau. Posons-nous seulement la question, surtout qu'il fait très froid ces jours-ci, si madame, vous avez l'habitude de prendre combien de quantités avec le froid? Avec le froid, c'est pas facile. Peut-être 1 litre si c'est beaucoup. Alors que dans notre organisme, nous avons besoin de l'eau
pour la salive, nous avons besoin de l'eau pour la transpiration et pour Mhm. les larmes, et puis aussi pour les urines, puisqu'il faudrait qu'il y ait l'équilibre entre ce qui entre et ce qui sort, et tout ce qu'il y a comme toxines que nous pourrions produire dans la journée, il faudrait que nous puissions les éliminer au moyen soit des larmes, de la salive ou des urines, ou alors par le matière fécale. Alors, si il n'y a pas assez de liquide, nos urines sont concentrées. Déjà que lorsque vous faites des urines qui sont concentrées, sachez que votre organisme souffre parce qu'il n'y a pas assez d'apport en liquide. Oui. Alors, de ce fait, vous comprenez que les selles seront trop dures et vous allez rester dans des constipations. Il y a aussi la mastication. La mastication, c'est-à-dire le fait de mâcher. Il y a des personnes qui ne mâchent presque pas. On dit, ah docteur, moi je mange le boukari. C'est du boulot. C'est du boulot, je ne saurais pas mâcher, j'avale. Alors pour les personnes qui aiment trop avaler, ce n'est pas bien pour la digestion. On donne un peu plus du travail en rapport avec la digestion. Donc on mange jusqu'à pouvoir éliminer. Et ces personnes-là, naturellement, ces personnes vont présenter des constipations. Il y a aussi les stress. Donc là, c'est les causes purement psychologiques. Et dans les stress, nous mettons beaucoup plus les femmes, les mamans, les sœurs, qui sont dans cette catégorie de personnes qui font des constipations. Posons-nous la question, on a fait une enquête simple seulement, et on a vu que le dame ou le sœur ou les sexes féminins présentent beaucoup plus de constipations par rapport au sexe masculin. Il y a les stress, nous avons dit, et puis les femmes ont l'habitude de garder beaucoup de choses dans le cœur. Et il y a des enfants qui ont été élevés par leur marâtre ou un mari qui est trop autoritaire, qui exerce trop d'autorité sur son épouse, et ça paralyse le péristaltisme. Le péristaltisme, c'est le mouvement que les intestins font pour pouvoir absorber tout ce qui a comme substance nutritive provenant de l'alimentation et éliminer tout ce qu'il y a comme déchets par le moyen de matière fécale. Alors, pour ces personnes-là, avec les stress, trop d'autorité, trop de pression, ça paralyse un peu le péristaltisme. Ainsi, cette personne pourrait faire un peu plus de constipation. Voilà un peu, pour ce qui est des causes fonctionnelles, c'est dans le gros qu'il peut y avoir ça. Dans les causes fonctionnelles, il y a aussi la grossesse. Donc la grossesse, surtout lorsqu'on tend vers la fin, le 8e, 9e mois, le fait que l'enfant a pris un peu de volume, ça fait augmenter le volume de l'utérus, que nous appelons aussi matrice, et qui va comprimer les intestins. Et lorsque ça comprime les intestins, les dames vont de moins en moins à selles, et puis ils vont faire les selles chroniques. Parfois même, ça donne certaines complications que nous pourrions en avoir. Alors en faisant des selles qui sont trop dures, et ça va donner certainement des complications qu'on pourrait développer. Mais dans les causes organiques, nous avons que plus vous avez eu l'habitude de faire des constipations à répétition, les intestins peuvent finir par lâcher. Les intestins lâchent ou ça devient moins spastique. Et là, la cause, c'est que les intestins sont complètement malades, ou on peut assister que les intestins soient trop longs et trop grands. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Là, c'est des causes congénitales que nous appelons mégacolon congénital ou maladie de Hirschsprung, que l'on trouve aussi chez les nouveau-nés, qu'on trouve aussi chez les enfants. Et d'ailleurs, partant de là, nous disons que lorsque l'enfant vient de naître, on pose toujours la question, est-ce que votre enfant a éliminé les selles? Le méconium un peu noirâtre, verdâtre, là que ça sort, et pour montrer directement que le tube digestif a commencé à bien fonctionner. Si après 2-3 jours, un enfant ne met pas les méconiums, c'est déjà un motif de constatation. Donc la cause est purement organique au niveau des intestins. Certainement, on pourrait avoir le temps de développer ça. Oui, en tout cas, c'est très intéressant. Je crois que beaucoup de questions commencent déjà à venir. Même moi, ici, j'ai beaucoup de questions en tête. Mais d'abord, comprendre c'est quoi le mécanisme, ça se passe comment la digestion, parce que j'aurais dû demander ça avant de savoir les causes. Mais quand on découvre les causes, on se dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la digestion? Ça se passe comment quand on a mangé ou quand on n'a pas mangé dans le ventre pour qu'on ait ce problème de constipation? Est-ce qu'on peut connaître les mécanismes de digestion? Oui, c'est une très bonne question. Déjà, avec un petit schéma, on pourrait avoir une idée pour pouvoir bien élucider et essayer de comprendre. Lorsque nous mangeons, même lorsque nous essayons de boire seulement le liquide, mais
pour ce qui est de la digestion, lorsque nous mangeons notre boukari avec le légume, le sombé, avec un peu le piodi, comme on dit, ça c'est ce que nous mangeons régulièrement. Et quand ça arrive dans la bouche, il y a déjà beaucoup de sucre qui entre par là. Donc il y a les glandes salivaires qui libèrent de sucre au niveau de la bouche pour pouvoir ramollir tout ce que nous mangeons. C'est ça l'intérêt de pouvoir bien mâcher, pour pouvoir transformer ces aliments-là, on dit en bol alimentaire, qui forme une sorte de pâte, et ça passe au niveau de la bouche, et puis on arrive au niveau de l'œsophage, et ça va descendre directement au niveau de l'estomac. Et l'estomac qui est ces sacs-là, où ça va, qui reçoit en tout cas les bols alimentaires, tout ce que nous avons mangé, et ça continue la digestion, la mastication. Et au niveau de l'estomac, c'est comme un sac, et dans ces sacs-là, il y a encore des sucres qui sont libérés, le sucre gastrique, qui sont acides, et c'est ce qui fait que chez certaines personnes, lorsque vous mangez un peu trop acide, quand ça va rencontrer l'acidité de l'estomac, ça vous crée des brûlures au niveau de l'estomac et engendrer d'autres maladies. Alors, c'est au niveau de l'estomac, là, qu'avec les sécrétions qui sont au niveau de l'estomac, l'objectif, c'est de pouvoir ramollir encore ce que vous avez essayé de manger, essayer de les digérer et prendre déjà le premier, ce qui pourrait être important pour l'alimentation. Et puis, ça va passer par comme on dit, l'intestin, le petit intestin. Et là, il y a le duodénum. Et à ce niveau-là, pendant que c'était là, nous avons ce que nous appelons la bile ainsi que le pancréas. La bile, c'est souvent lorsqu'on tue un peu la poule, il y a cette histoire un peu verte là. Mais c'est trop amer. C'est trop amer lorsqu'on essaie de trouver ça, ça abîme complètement la viande. Les humains aussi, nous en avons, c'est au niveau du foie. Et cette bile-là, son origine, c'est de digérer les graisses. Tout ce que nous avons essayé de prendre comme matière grasse. Petite qu'elle soit. Oui, et ça libère, et pour une bonne digestion au niveau, juste à la sortie de l'estomac. Il y a aussi le pancréas, c'est pour essayer de doser tout ce qui a été sucré et que nous avons essayé de manger pour qu'il n'y ait pas trop de sucre dans le corps, et ça crée l'équilibre. Donc là, c'est au niveau du pancréas qui libère un peu l'insuline, et au niveau des sucres pancréatiques, et la bile libère tout ce qu'il y a comme sécrétion pour pouvoir entrer dans la digestion et prendre déjà une partie de ce qui est nutritif dans l'organisme, et ça prend le chemin de petit intestin et jusqu'à aller tomber au niveau du grand intestin, où là, il n'y a que l'absorption de tout ce qu'il y a comme liquide. Alors, et tout ce qui est comme déchets, maintenant, ça sera projeté au niveau de l'ampoule rectale, et l'ampoule rectale, c'est au niveau de vraiment de la terminaison du gros intestin que nous appelons côlon, et à ce niveau-là, il faudra attendre un certain poids. Et on dit que lorsque ça atteint au moins 400 grammes, là, l'individu doit impérativement essayer de se soulager et évacuer tout ce qu'il y a comme matière fécale. Mais quand c'est moins de 400 grammes, on peut avoir envie d'aller à sel, mais on se contient. On se contient parce qu'on se dit, je peux gérer jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, il y a les sphincters au niveau anal, et Dieu est tellement merveilleux, il a voulu que l'homme soit comme ça pour que l'homme puisse se contenir, puisse se respecter. Et maintenant, dans les cadres où il y a peut-être la diarrhée, où on a mangé quelque chose qui n'est pas très bien, tous ces processus-là ne s'effectuent plus très bien. Surtout au niveau du gros intestin que nous avons appelé côlon, on ne sait plus absorber tout ce qu'il y a comme liquide. Alors l'absorption de liquide n'est plus possible, et imaginez que quand ça arrive au niveau de l'ampoule rectale, facilement, on peut dépasser la capacité qu'il fallait pour pouvoir contenir la matière fécale. Là, on détruit les mécanismes. C'est comme ça qu'on peut éliminer. Alors, partant de cela, on pourrait maintenant comprendre plus tard tout ce qu'il pourrait y avoir comme complications. Complications, oui, les complications qui nous intéressent d'ailleurs tout de suite. Est-ce qu'il y a des risques, il y a des complications qui peuvent arriver quand on a gardé la constipation, les constipations chroniques longtemps? Quand on a négligé, parce qu'aujourd'hui on se dit que c'est bon, c'est juste une constipation, je vais prendre le jus et puis ça va passer. Mais quand on ne s'est pas fait soigner, il y a des complications qui viennent. Justement, c'est pourquoi nous avons saisi un peu ces plateaux pour rappeler aussi au peuple de Dieu que les constipations, en tout cas pour les personnes qui vont à celle, en tout cas moins de 3 fois. Une fois la semaine, et puis on dit, bon voilà, moi c'est comme ça, c'est bien, moi j'ai toujours été comme ça. Non, ce n'est pas bien. Plus tard, à force de fonctionnement comme ça, il y aura des constipations, en fait des complications. Et dans les complications, je commence d'abord chez la femme enceinte. Alors, s'il vous plaît, avant de parler des complications, combien de fois normalement la semaine ou la journée?
En principe, il faudrait que ce soit une seule fois la journée. Au moins une fois la journée? Au moins une fois la journée parce que vous avez mangé. Oui. En tout cas, pour une personne qui a mangé un repas consistant, il faudrait que cette personne-là élimine. C'est comme quand vous avez pris de l'eau, il va falloir essayer aussi d'uriner et évacuer tout ce que vous avez essayé de prendre. Il faudrait qu'il y ait l'équilibre entre ce qui entre et ce qui sort. Alors, pour les personnes qui ne vont pas à celle, en fait, une fois par jour, et là, il y a déjà un problème. Une fois quand on a mangé? Une fois quand on a mangé, bien sûr. On est à jeun. Quand on a mangé, effectivement, quand on n'a pas mangé, ça va venir d'où? Il faudrait que ceux qui entrent puissent aussi sortir. Voilà. Et l'organisme doit retenir ce qui est nécessaire. Maintenant, quand on commence à faire aussi 2 ou 3 fois par jour, il faudrait voir l'allure des aliments que vous avez essayé de manger. Sinon, vous virez aussi dans ce que nous avons appelé les diarrhées. Là, c'est les troubles de transit. Voilà. Mais au moins une fois. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes me disent, docteur, moi, le matin, je préfère, avant d'entrer, de faire un peu... Oui, je me soulage complètement, je suis vide et je peux commencer la journée. Alors, ce qui fait 7 fois la semaine. Alors, on parlait des complications, on peut dire 7 fois la semaine si on fait une fois par jour. La semaine, une fois, c'est compliqué, 2 fois, ce n'est pas bon. Mais aller au moins à 6, 7 fois, c'est déjà bon la semaine. Alors, ceux qui sont entre 4 et 5 fois, là, ils ne sont pas dans des constipations chroniques. Là, ils sont des constipations aiguës. Probablement, ça pourrait être les stress, probablement, ça pourrait être l'alimentation que la personne a essayé de manger. Comme ça, là, il faut révisiter l'alimentation, puis les problèmes pourraient passer. Mais les problèmes chez qui, en fait, notre problème d'aujourd'hui, c'est pour les gens qui font des constipations chroniques. Donc, moins de 3 fois par semaine. Donc, 1 à 2 fois par semaine, là, c'est déjà un problème. Mais quand on fait toute une semaine ou 10 jours, une seule fois, là, c'est déjà un problème. Il va falloir essayer de consulter pour essayer d'élever un peu le... Alors, on revient aux complications. Vous aviez déjà évoqué le cas de la femme enceinte. C'est quoi la spécialité chez la femme enceinte? La spécialité chez l'enfant enceinte, c'est cette chronicité des constipations qu'on n'aimerait pas que ça se passe chez la femme enceinte. Alors d'abord, la première des choses, nous savons déjà qu'il y a un problème mécanique. Un problème mécanique, c'est-à-dire l'enfant qui est là et qui est en train de comprimer. C'est pourquoi pour cette femme, pendant les consultations prénatales, nous avisons déjà les femmes que vers la fin, il y aura ces problèmes qui peuvent, enfin chez d'autres ça peut même venir un peu plus tôt, ces problèmes qui pourraient survenir. Ce n'est pas bien d'avoir des selles qui sont très dures ou des selles qui peuvent être teintées de sang. Parce qu'à force de pousser, la première des choses, vous allez blesser les veines qui sont tout autour de la marge anale, qui sont les veines que nous appelons les veines hémorroïdaires. Et ces veines-là vont être tuméfiées. Et lorsque c'est tuméfié, que la matière fécale, c'est tellement dur, ça peut blesser. Et lorsque ça blesse, les selles peuvent être teintées de sang. Et voilà que c'est teinté de sang. Donc, c'est déjà une porte d'entrée pour pouvoir faire certaines infections, commençant par la voie anale. Et aussi, à force de pousser, en fait, on peut accentuer les bourrelets hémorroïdaires. Donc, les veins là peuvent être tuméfiés et sortir à l'extérieur. Lorsque ça sort à l'extérieur, ça crée ce que nous avons appelé déjà des hémorroïdes. Et c'est comme ça que vous verrez, même chez certains enfants, non pas seulement les femmes enceintes, vous dire que je sens comme s'il y a des boules ou quelque chose qui sont au niveau de la marge anale, ce qui n'est pas déjà bien, ces motifs des consultations. Ou alors, à force de pousser, vous pouvez aussi ouvrir le col, surtout pour les femmes qui ont des cols un peu béants, des cols un peu fragiles. Donc, elle a déjà des menaces où elle avait déjà son infection. Et avec les constipations qu'on ajoute, vous pouvez facilement occasionner des menaces d'accouchement prématuré. Et ce qui pourrait aussi être un motif de constipation. C'est pourquoi nous recommandons à la femme enceinte de pouvoir... dans les consultations, là on pourra parler dans les traitements, mais aussi qu'est-ce que nous disons, l'idée est passée par rapport aux astuces qu'il fallait que je donne aux femmes enceintes. Et voilà, donc à force de faire des constipations, il y a certaines femmes, même après l'accouchement, vous diront, docteur, j'ai comme une sensation que je suis ouverte, donc je ne me sens pas très bien, je me sens comme si je suis devenue ouverte. C'est aussi à force de faire des constipations, puisque les hémorroïdes donnent cette sensation de sentir qu'on est ouverte et ça donne un sentiment d'inconfort et de malaise. Voilà, c'est revenu et c'est ce qui fait que chez certaines femmes, même lors de l'accouchement, et si elles ne s'étaient pas bien préparées, pendant que le bébé sera en train de vouloir sortir, elle va aussi ramener avec lui tout ce qui était resté comme matière fécale et ça ne donne pas une... C'est pas nécessairement pour... Bon, c'est pas seulement pour les femmes qui ont mangé
trop manger avant de s'accoucher qui font ça. C'est pourquoi il faudrait une préparation et par rapport à ça. Mais souvent, ce sont des femmes qui ont l'habitude de faire aussi des constipations, puisqu'au niveau de l'ampoule rectale, il y avait trop de réserves de tout ce qu'ils pouvaient avoir comme matière fécale. Et alors, avec le mouvement de mobile fœtal, le mouvement là, de l'enfant qui voudrait sortir, et l'enfant emporte avec lui tout ce qui était resté au niveau du rectum parce qu'il va presser l'ampoule rectale et ça va sortir. Et au fait, nous acceptons ça lorsque ça arrive, mais personnellement, nous avons déjà rencontré des femmes comme ça après. Elle a du mal à pouvoir vous regarder parce que la manière dont elle a accouché, c'est un peu trop sale et ça dérange. Psychologiquement, nous l'encourageons, mais nous faisons un effort pour mettre un peu plus l'accent pendant les consultations prénatales pour préparer cette dame-là que lorsque vous sentez que les contractions arrivent, voilà ce qu'il faudrait essayer de faire pour éviter ce genre de spectacles qui ne sont pas très bien. Il y a même d'autres enfants qui peuvent être coincés, salis par la matière fécale parce que c'était tellement énorme. Hein. Alors là, c'est pourquoi j'ai commencé par la femme enceinte. Et il y a d'autres complications. À force de faire des complications chroniques comme ça, vous allez développer ce que nous disons aussi chez les enfants énurétiques, nous avons essayé d'en parler. Énurétiques, c'est-à-dire les enfants qui ont du mal ou les personnes qui ont du mal à contenir les urines. Et alors, pour ce qui est de la constipation, ça occasionne ce que nous appelons l'encoprésie. L'encoprésie, c'est-à-dire, c'est le contraire. En fait, c'est la même chose pour l'énurésie, c'est-à-dire la personne ne sait plus contenir les selles. Nous avons dit qu'au niveau de l'ampoule rectale, il faudrait qu'il y ait un certain poids, autour de 400 grammes. On a envie, là, impérativement, il faudrait que le sphincter s'ouvre pour pouvoir se soulager. Alors, dans l'encoprésie, les sphincters ne savent plus se contenir et attendre les 400 grammes. Donc, vous pourriez développer une incontinence, je pourrais appeler ça comme ça, anale. Et là, ce n'est pas bien pour la propriété de la personne, pour la personnalité de la personne. Ça, c'est aussi une autre complication. Et puis, on a parlé des hémorragies qui peuvent venir par rapport à ça. Nous avons parlé des hémorroïdes qui commencent souvent par les hémorroïdes internes et pour être les hémorroïdes externes. Et nous avons vu chez certaines personnes, et même chez les enfants, le prolapsus anal. Prolapsus anal, c'est-à-dire, vous avez comme l'impression qu'une partie de l'intestin est complètement sortie et qu'il va falloir commencer à repousser ça même par les doigts. Et ça fait très, 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 très mal lorsque ça sort comme ça. Et ça pousse même certaines personnes jusqu'à être opérées parce qu'il y a une partie de l'intestin qui est en train de sortir. Et alors, c'est un peu, généralement, c'est ce genre de constipation qui arrive, hormis le fait que ça peut créer une infection au niveau du gros intestin que nous appelons les coliques, des sensations de douleur et qui sont un peu permanentes, des douleurs abdominales qui sont un peu permanentes, ce qui pourrait mettre très mal à l'aise une personne, et surtout lorsque vous êtes responsable, ou bien on est là en train de parler, mais la personne n'est pas très à l'aise parce que le ventre est en train de bouillonner. Alors là, on parle des constipations, mais je vais prendre un terme qu'on utilise trop dans la cité dans une langue courante. On parle de kilondantumbo ou potalibumo. Est-ce qu'on parle là de la même chose? Est-ce que c'est la même chose que les constipations? Parlons de constipation, est-ce qu'on voit les hémorroïdes ou on voit les kilondantumbo? Est-ce que vous pouvez nous donner la différence qu'il y a, s'il y a une différence, bien sûr? Bon, les concepts potalibumo, kilondantumbo, c'est compliqué. Même lorsqu'on est dans des cabinets de consultation, je m'excuse, on est vraiment très mal à l'aise. Parfois, quand on dit kilondantumbo, l'autre peuvent dire ça, le mot de ventre accompagné peut-être de la diarrhée. Les autres, ça prend les kilondantumbo, là, au potalibumo. D'autres, le potalibumo, les kilondantumbo, c'est un rapport avec les hémorroïdes. Et c'est la raison pour laquelle souvent, lorsque nous sommes dans nos cabinets et qu'on est confronté à ces mots-là, nous faisons toujours un effort pour que nous comprenions ce qu'est la manière dont les malades présentent, que moi aussi je puisse comprendre ça de la même façon. Mais sinon, c'est un peu... Tantôt, ils en parlent, parce qu'ils font un peu de la diarrhée. Tantôt, ils peuvent aussi en parler parce qu'ils ont des sensations d'avoir un peu les hémorroïdes. Et puis d'autres, je dis même pour les sexes féminins, vous dites que j'ai comme l'impression que je suis ouverte. Donc, vous voyez, il faudrait bien circonscrire afin de pouvoir bien comprendre la personne. Mais je pense que, généralement, des constipations chroniques amènent tout ce que nous avons essayé de faire. Il y a des personnes qui font des constipations chroniques, mais avec des situations de diarrhée-constipation. Donc, je fais de la diarrhée et lorsque ça ferme, je vais attendre comme ça 10 jours.
diarrhée, et lorsque ça ferme, ça peut attendre. Et ça arrive chez certains enfants, là c'est d'origine psychologique, là c'est fonctionnel, où certaines femmes, elles arrivent quelque part, parce qu'elle a changé de milieu, parce qu'on veut aller à la retraite, et elle arrive à la retraite, elle voit les installations sanitaires de la retraite, elle se dit, ici, ce n'est pas vraiment trop confortable par rapport à moi, et dans la tête, c'est bloqué. Elle peut vous faire 10 jours comme ça, elle ne va pas, ça c'est d'origine neurologique, et ça bloqué. Même certains enfants, surtout les enfants, lorsqu'ils commencent l'école, ils arrivent quelque part, ils voient aussi les installations pas trop bien. L'enfant aussi peut se voir bloqué par rapport à ça. Et là, nous ne mettons pas ça dans les cadres de constipation chronique, puisque pour nous, dans les constipations chroniques, il faudrait qu'il y ait 2 fois, en fait, moins de 3 fois les selles pendant au moins 6 mois. Lorsque cette personne a dépassé 6 mois avec des séries de 2 ou 1 fois les selles après 1 semaine, après 10 jours, et c'est ces personnes qui entrent dans notre catégorie. Mais pour les autres, ce sont juste des constipations qui sont aiguës, c'est psychologique, ça va passer, ça n'a pas trop d'impact direct sur l'organisme. Alors, constipation chronique, on va aller dans les minutes qui nous restent comprendre comment se passe le traitement. Est-ce que on a des médicaments propres à cela, ou est-ce que c'est biakéouchi, comme on se dit, il y a de l'herbe qu'on va juste prendre à la maison et ça passe. Je parle de constipation chronique. Est-ce que ça se passe comment, le traitement? D'abord, lorsqu'on arrive dans le cabinet, nous essayons de circonscrire. Dès que nous réunissons les éléments que ça doit être chronique, donc ça a déjà dépassé. Cette situation d'inconfort, ça a déjà dépassé. On fait certains examens. Et parmi les examens clés, nous demandons le lavement, je m'excuse, le lavement barité. Le lavement barité, c'est un examen de radiographie qui utilise un produit, comme on appelle la barite, qui est un produit radio-opaque au rayon X. Donc, c'est un produit opaque au rayon X. Barite, c'est comme un liquide que nous pourrions utiliser pour faire un lavage. Alors là, nous préparons les malades psychologiquement. Nous disons aux malades que tu vas passer un examen, ça pourrait te mettre mal à l'aise, mais nous aimerions étudier le trajet, surtout du côlon, donc du gros intestin, parce que c'est à ce niveau-là que les constipations sont beaucoup plus chroniques, pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a un problème dans le fonctionnement des intestins, en fait, pour essayer de cerner le problème. Alors là, on fait d'abord une alimentation légère. Donc, on demande à une personne de manger ce qui est léger, qui ne va pas amener beaucoup de matière fécale au niveau du tube digestif. Et la personne doit faire les lavements seulement avec de l'eau. Les lavements, c'est-à-dire on peut acheter nos poires qu'on vend dans des pharmacies et au moins avec 1 ou 2 litres, la personne pendant 2 ou 3 jours fait une préparation déjà à la maison. Donc, les préparations, et la personne va se purger avec pour permettre à ce qu'on puisse vider complètement le tube digestif. Et le jour où vous allez arriver, le matin de préférence, sans pour autant manger, parce que si vous mangez, et avec tout ce que vous avez, le tube digestif peut être irrité, ou avec le produit qu'on va utiliser, la barite, la personne peut faire des allergies. On sera sûr que la personne ne peut pas faire des allergies à ces produits des contrastes que nous appelons la barite. Et on prend cette barite qui a la forme de lait, et c'est comme sous forme de perfusion, et puis il y a une canule. Canule, c'est comme un petit tuyau que l'on va introduire au niveau de la voie anale. Et le matin, la personne, lorsqu'elle arrive, nous faisons d'abord les lavements encore avec de l'eau, avec 2 litres. Et puis, on introduit la personne, nous l'expliquons comment ça va se passer et qu'on introduit la barite au niveau de la voie anale et ça va suivre le trajet inverse de la matière fécale jusqu'à arriver au niveau du côlon. Donc, lorsqu'on fait ça, la personne, on prend là et puis on tire des clichés radiographiques. Et les clichés radiographiques, et puis on demande à la personne d'aller se soulager. Et puis, on prend encore, comme on dit, les contrastes négatifs. C'est-à-dire, avec toujours notre canule, on peut injecter par la voie anale de l'air. Juste, on souffle avec de l'air pour voir maintenant la muqueuse. La muqueuse, c'est-à-dire à l'intérieur de l'intestin, c'est comme les essuies. Donc, à l'intérieur de l'intestin, c'est comme les essuies. C'est au niveau de cette muqueuse-là qu'il y a absorption de substances, de l'eau certainement et des substances nutritives pour ne laisser que ce qui est déchet au niveau de l'ampoule rectale. Et on doit mettre un contraste négatif. Avec le contraste positif, nous serons en mesure de bien voir
comment les choses se passent à l'intérieur de l'intestin. Et après, on va libérer le malade va s'asseoir et on va lui donner quand même une idée sur la longueur de ses intestins et une idée sur la muqueuse, donc la manière dont la muqueuse se déroule à l'intérieur. Parce que chez certaines personnes, il y a ces constipations parce que le muqueuse, c'est déjà inflammé. C'est pour ça qu'il a tout le temps de maux de ventre et des constipations chroniques. Chez d'autres personnes, on pourrait voir maintenant de manière organique que les intestins sont trop longs. Oui. Sont trop longs par rapport à la longueur normale. Et les autres, on va voir que les intestins tombent en désordre. Surtout au niveau du côlon transverse, on voit que c'est trop long. Pourquoi? Parce qu'à force de faire des petites constipations, les intestins finissent par se fatiguer. Parce que la matière fécale, ça traîne trop dans le ventre et ça de créer comme un poids et les intestins sont complètement fatigués. Et alors là, on sera en mesure de savoir, est-ce que c'est parce que les côlons sont devenus trop longs? Est-ce que tu as un cancer à l'intérieur des intestins qui font en sorte que tes selles soient teintées de sang? Est-ce que tu as une inflammation au niveau des intestins qui fait en sorte que tu ne sais pas, tu fais des consultations chroniques, les ventres, ça fait toujours très mal? C'est à l'issue de cet examen que nous pourrions voir. Et bien souvent, si chez les tout petits enfants, on peut voir certaines personnes qui sont nées avec des intestins qui sont trop longs. Et pour cette personne, tu seras appelé à faire toujours des constipations chroniques parce que tes intestins sont trop longs, à moins que tu acceptes qu'on puisse couper la partie qui est trop longue pour que vous redeveniez normal comme tout le monde. C'est vraiment un examen assez capital sur lequel nous avons essayé d'insister pour que la population puisse quand même savoir qu'il y a cet examen qui nous permet de voir un peu plus clair. Et à côté de ça, on peut faire des examens de sucre parce que d'autres personnes peuvent faire les constipations parce qu'il est diabétique. Oui. On peut faire les examens, on dit, pour les personnes qui ont des goitres, à cause de l'hyperthyroïdie, on peut aussi avoir des constipations. Donc là, on fait les examens de sang, on fait des examens biologiques et pour pouvoir comprendre tout ça et vous proposer un traitement. En tout cas, c'est très intéressant, docteur. J'ai vu qu'il y a beaucoup de termes techniques, mais on a compris que c'est quand même un problème grave de santé quand on a gardé les constipations qui deviennent déjà chroniques. Alors, on va se dire, faites-vous consulter. C'est là qu'on va savoir qu'il y a déjà un problème. Quand vous avez fait plusieurs semaines à faire votre grand besoin, comme on l'appelle, une fois peut-être 2 fois la semaine, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudra vite courir se faire consulter. C'est là que vous saurez si c'est un problème grave ou si c'est un problème qui peut être réglé quand il n'est pas encore trop grave. Il peut être réglé vite fait par un médecin. Alors, quelques mots, en quelques phrases, un conseil médical que vous pouvez donner à quelqu'un en ce jour? Les conseils, nous disons ceci. Vous savez, nous, les Africains, nous avons nos sortes des toilettes. Là, on est dans les traitements des astuces. Nous avons nos toilettes. Vous avez la position parfois des toilettes, ça permet c'est que la personne puisse vidanger tout ce qu'il y a comme charge au niveau des intestins. Nous avons nos toilettes, que nous disons des Africains, un petit trou. Et ça permet c'est que la personne puisse avoir une position aiguë. Donc, vous voyez, ça fait cette position-là, comme aiguë, là. Oui. Et cette position où le cuisse vont se projeter un peu sur le thorax et lorsqu'on veut s'éliminer, et c'est la position idéale, surtout pour les personnes qui ont la difficulté de pouvoir se décharger complètement, où la personne vous dit que j'ai comme l'impression que quand je me décharge, il y a une partie qui reste, donc je n'ai pas tout vidé. Il faudrait révisiter la position de votre cuve des toilettes. Nous avons emprunté trop les toilettes occidentales où la personne est complètement assise comme moi et on lit les journaux. Avec cette position-là, on ne peut pas vider tout ce qu'il y a comme charge au niveau du rectum. Mais lorsqu'on est un peu les jambes, on dit les toilettes turques. Les toilettes turques, c'est les toilettes qu'il faudrait. Mais quand j'essaie de voir les toilettes turques, ce sont nos toilettes que nous avions depuis tout le jour. Et vous remarquez même que lorsque les personnes qui ont l'habitude d'aller dans la brousse ou les petits-enfants, lorsqu'ils utilisent les pots, vous voyez, les jambes sont juste, les cuisses sont juste au niveau presque au niveau du thorax. Et cette position-là où on est allé, on permet à ce qu'on puisse vraiment vider tout ce qu'il y a comme charge au niveau de l'ampoule rectale. C'est aussi
aussi ce qu'il faudrait essayer de faire. Donc, si vous avez des constipations, essayez de commencer à prendre cette position, ça va vous soulager. Hormis l'alimentation qu'il faudrait ajouter, prendre beaucoup de liquides et beaucoup s'hydrater. Et même pour les femmes qui allaitent, elles doivent beaucoup s'hydrater parce que déjà une bonne partie des liquides, ça part dans le lait maternel et cette femme peut développer aussi des constipations. Donc, prendre des légumes et des fruits, beaucoup s'hydrater, bien mâcher les aliments et aussi, lorsque vous allez là-bas, prendre la position qu'il faut. Et ça, ce sont vraiment des astuces qui permettent à ce qu'on puisse complètement se libérer et se sentir bien. Et pour ce qui est le reste, là, il va falloir consulter. Il y a des médicaments qu'il faudrait essayer de proposer et détecter la cause. Peut-être c'est le sucre, peut-être c'est les goitres, peut-être c'est autre chose. On va essayer de réparer ça et le transit va redevenir normal. C'est comme ça que les toilettes sont appelées lieux d'aisance. Si vous voulez vous sentir à l'aise, on dit même que je pars me soulager. C'est que vous vous débarrassez de quelque chose, d'une charge, d'un poids que vous aviez dans votre intérieur, dans votre ventre. Et c'est comme ça que nous combattons les constipations aujourd'hui par ce conseil. Suivez ce conseil médical, il va beaucoup vous aider et surtout consultez votre médecin quand vous pensez que ça commence à exagérer, votre espace entre les deux saisons de soulagement commence à être trop long, vous pouvez vite consulter. Merci beaucoup à vous, docteur, pour ce conseil qui était très important. On a semblé négliger ce point de la vie, mais c'est vraiment important. Alors, on se retrouve prochainement pour un autre numéro de En Bonne Santé. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs qui nous suivez sur la 88.4 MHz. Prochainement, on se retrouve. On dit merci au docteur Peter Mutombo. C'était l'invité de ce jour et on vous rappelle qu'on a parlé des constipations chroniques. Merci à vous. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de contacter notre médecin. Le numéro affiche 081 471 61 06. Contactez-nous par là et on vous mettra en contact. Au revoir et à la prochaine.